Bienvenue à tous dans la famille en question. Pour de futurs parents, l'échographie est le moyen de découvrir leur bébé, de faire connaissance pendant ces 9 mois d'attente. Mais si pour les parents, l'échographie est le plus souvent un moment d'émerveillement, le médecin, lui, pratique un acte médical et recherche d'éventuelles anomalies du fœtus. Quelle information doit-il fournir aux parents? Quel accompagnement en cas de problème? Pour en parler, j'accueille deux invités. Isabelle Ramière de Fortanier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous attendez votre deuxième enfant, c'est pour très bientôt. Voilà. À vos côtés, docteur Françoise Etienne, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes gynécologue, obstétricien, échographiste. Vous nous parlerez de votre pratique. Et puis enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre, également médecin, bien sûr. Et vous nous apporterez votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Alors tout de suite, un reportage. On va entendre le témoignage de Caroline et François-Régis qui s'apprêtent à vivre une troisième échographie de grossesse. Julie Algret les a suivis. Aujourd'hui est un jour important pour Caroline et François-Régis. Enceinte de 7 mois, Caroline a rendez-vous pour sa troisième échographie. Et quelques minutes avant l'examen, c'est l'inquiétude qui domine chez la future maman. J'espère que tout ira bien, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez précisément lors de cette troisième échographie? Qu'elle me dise que ça va, que le bébé soit dans la bonne position, que tout soit propice à un accouchement par voie basse, quoi. Pour chaque grossesse, 3 échographies sont réalisées pour contrôler l'état de santé du bébé. Avec le docteur Schux, Caroline passe sa troisième et dernière échographie avant l'accouchement. L'échographiste vérifie à l'aide d'une sonde la bonne croissance du fœtus, du cœur à la tête. Et on va la mesurer au niveau de l'échomédian du cerveau, la ligne de partage des deux hémisphères. Du côté des parents, passées les premières mesures, l'inquiétude laisse place à l'émerveillement. Surtout lorsqu'ils aperçoivent à l'écran leur bébé de profil. Voir le visage, moi j'aime bien, je trouve que c'est un des trucs les plus émouvants de l'écho. Ça concrétise un peu le bébé. C'est plus concret pour nous que de voir le fémur. Pour moi, c'est plus concret que le cœur, etc. presque. Enfin, j'exagère, mais c'est ce que je préfère dans l'écho. Pour le futur papa, l'échographie est une réelle prise de conscience du futur enfant. Nous, on ne le sent pas, on ne le voit pas, donc c'est un peu le premier moment où on prend connaissance avec lui, même si ça reste très différent avec ce qui va nous arriver au moment de la naissance. Il faut dire que Caroline et François-Régis connaissent bien la musique. Et pour cause, ils ont déjà 3 enfants. Octave, 5 ans, Eliette, 7 ans, et Cyprien, 8 ans. Même plusieurs années après la naissance de ses 3 enfants, Caroline conserve soigneusement toutes ses échographies. Là, ça c'est la première, je pense. Une échographie qui l'a particulièrement marquée, pas seulement parce qu'elle confirmait la grossesse de son premier enfant, mais aussi parce qu'à la suite de cette échographie, alors que l'examen ne donnait aucun signe de trisomie, Caroline a fait une prise de sang pour un dépistage prénatal et découvre qu'elle a un risque d'avoir un enfant trisomique. J'avais été à Necker me faire recalculer mon risque par des généticiens et où ils m'avaient fait une échographie, mais en fait je ne savais pas que j'allais faire une écho, donc je n'ai pas eu le temps de stresser. Et elle m'a plutôt rassurée puisque à l'échographie, elle m'a dit que l'enfant allait très bien et qu'il n'y avait aucun besoin, non seulement si on rajoutait tous les autres éléments à prendre en compte, il n'y avait pas besoin de faire une amniosynthèse. Aujourd'hui, Caroline a 39 ans. Mais pour son échographiste, l'âge ne justifie pas de prescrire l'amniosynthèse systématiquement aux femmes de plus de 38 ans. L'échographie est anodine, elle ne fera pas de mal à l'embryon. Par contre, les examens biologiques font du mal dans la tête des patients et l'amniosynthèse éventuellement qui en découle fait beaucoup de mal dans la tête des patients, mais aussi peut faire du mal au bébé et à ses annexes. Et ça n'est plus anodin, et ça c'est invasif, et ça, on ne peut pas se permettre de faire des examens qui peuvent être toxiques à quelque niveau de ce soit, du bébé ou des patients, sans qu'il y ait d'indication nettement posée, clairement posée de la chose. À l'annonce des résultats de l'échographie, Caroline et François-Régis n'ont plus de soucis à se faire. Leur bébé se porte à merveille. Je suis rassurée, sauf par son poids, je trouve qu'il est très gros. Mais bon, c'est plutôt bien, ceci dit. Mais ouais, moi je suis rassurée puisqu'il est dans la bonne position et que tout est bon pour que l'accouchement se passe par voie basse, ce qui est le principal pour moi. Moi, je suis plutôt de nature optimiste. Vu comment ça s'est passé pour les 3 premiers, j'étais très rassuré même avant d'arriver. En tout cas, ce sera une fille. La petite dernière de la famille Falrefa
Fabre est attendu le 2 juillet prochain. Alors Isabelle, on vient d'entendre ce témoignage de ce couple. Ça fait écho à votre expérience un petit peu Oui, ça fait écho à mon expérience parce que la 3e échographie n'est pas très loin. Oui. Et c'est vrai que c'est un moment qui peut être un moment merveilleux, un moment de rencontre, c'est le terme qui a été donné. Je dirais pas forcément de première rencontre parce que portant l'enfant, on a des rencontres avec les mouvements. Avant l'échographie, oui, des mouvements, des relativement émotions. Concrets, d'accord. Oui, relativement concrets. Voilà. C'est pas évident. Mais pour mon mari, pour le papa, il m'a clairement dit que c'était un moyen de prendre conscience du côté plus concret de cette arrivée en perspective. Il a assisté à chacune des échographies? Il a assisté à chacune des échographies, oui. D'accord. Oui. C'est important pour lui. Voilà. Docteur Etienne, que peuvent vraiment attendre les parents de cet examen? Bon, la plupart du temps, les parents viennent effectivement pour se rassurer parce que la plupart des grossesses, heureusement, se passent très bien, heureusement. Et donc, ils ont envie, ils attendent impatiemment le rendez-vous. Ils le marquent à l'avance. Ils sont vraiment très impatients parce que ils veulent effectivement cette rencontre avec le bébé. C'est vraiment pour eux un moment privilégié. À chaque fois, ils le disent. Notre écho, on l'attend. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Et puis, surtout, les consultations à l'hôpital se passant assez vite, ils n'ont pas tellement le temps de poser les questions. Là, ils ont le temps de se poser parce que l'examen dure quand même bien 20 minutes, une demi-heure quelquefois. Et là, ils ont bien le temps de poser toutes les questions, de voir leur bébé et de voir donc comment il grossit, comment il est positionné, si tout est bien formé. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand ils sortent, ils disent « ça nous a vraiment rassurés, on était vraiment contents ». D'accord. Ils sont en général très contents. Alors ça, c'est le point de vue des parents. Du côté des praticiens, qu'est-ce qu'ils attendent de cette échographie, de ces échographies? Donc les médecins, les gynécologues ou les sages-femmes nous envoient leurs patientes pour les 3 échos de grossesse. Oui. Celle des 12 semaines qui permet à la fois de voir le nombre d'embryons, de dater la grossesse très précisément à quelques jours près pour bien savoir où on en est après dans la grossesse, et de faire regarder les premiers éléments morphologiques pour éliminer les grosses malformations dès le départ, et voir ce fameux risque d'anomalie chromosomique. Ça, c'est les 12 semaines. La morphologie, l'échographie la plus importante, à 22 semaines, on nous demande de voir toute la morphologie de chaque organe en détail, plus la croissance fœtale, les mesures pour voir comment le bébé se développe, s'il grossit bien, etc. Et la 3e échographie pour essentiellement voir la position, le poids du bébé, le placenta, le liquide, et de nouveau rassurer aussi en disant que ce bébé se développe bien et que tout est prêt pour la naissance, quoi. D'accord. En quelque sorte, vous êtes aussi à la recherche d'éventuels problèmes. C'est un peu ça l'approche de votre pratique, c'est de voir ce qui éventuellement n'irait pas? Voilà, c'est ça. Nous, notre travail, c'est de vraiment pas passer à côté, comme on dit, de pas passer à côté d'une grosse anomalie ou d'une malformation ou d'un problème chez un bébé, pour pouvoir, si c'était le cas, assurer correctement sa naissance et sa prise en charge pour qu'il soit soigné le mieux possible. Alors Isabelle, comment est-ce que vous vivez ces différentes échographies, la première, la deuxième, la troisième? Quelles émotions vous avez pu vivre? Alors la première, c'est la première avec tout le côté émotionnel, comme vous dites, qui est très fort. Puis le fait qu'on voit très clairement à l'écran ce petit bébé, je trouve que ça donne, on voit ce petit être dans son ensemble tout de suite. Oui. Et moi, ce qui me marque, c'est le petit battement du cœur. Là, on voit que c'est noir, blanc, blanc. Et là, je trouve ça très fort, très émouvant. La deuxième, mes amis qui ont eu des enfants avant moi m'ont dit que c'était pas forcément la plus amusante et c'est pas celle qu'on préfère. Et pour moi, comme j'ai été rassurée, j'avoue que ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on sait qu'il peut y avoir des détections de problèmes, entre guillemets, et ça peut être moins merveilleux que... Source de stress. Voilà, source de stress. Et pour votre mari, alors comment est-ce qu'il a vécu ces différents rendez-vous? Alors, il était là à chaque fois.
Il était émerveillé. Qu'est-ce qu'il a touché, lui? Il vous l'a dit? Il a été très touché par différentes choses, mais il m'a aussi clairement dit qu'il était quelquefois un peu mal à l'aise, pour reprendre son terme, avec le côté dépistage, entre guillemets. Le côté médical, et puis le côté, on fait un check complet, avec le côté, certes, très médical qui est nécessaire et qui est votre travail, mais le fait de, voilà, c'est conforme, c'est bon, puis après on passe à l'organe suivant. Et c'est vrai que c'est, alors on est rassuré quand on nous dit c'est bon et c'est conforme, mais tout passer en revue l'a un peu dérangé. Moi, c'est vrai que on en a reparlé après, c'est vrai que c'était un côté un petit peu difficile à tout maîtriser, tout regarder de près. Est-ce qu'on peut regarder que, entre guillemets, le cœur ou les poumons sur lesquels on peut intervenir à la naissance si problème il y a, ou est-ce qu'il faut forcément tout passer en revue? Ça vous a gêné ou c'était plus votre mari? C'était lui un peu plus que moi, mais j'avoue que moi, le côté tout regarder de si près, au millimètre près, était... Vous vouliez peut-être un peu plus d'émerveillement et de... Il était là aussi, l'émerveillement. Hein. C'est ça qui est peut-être un peu ambivalent, c'est qu'il y a ce côté émerveillement et belle rencontre, mais il y a aussi l'attente on attend que ce soit conforme, certes, mais le fait que tout soit regardé de si près peut paraître un peu poussé. On force un peu l'intimité, en fait, on perce un peu un mystère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur Etienne? Est-ce que vous avez cette approche-là Alors moi personnellement, non, parce que c'est mon travail. Donc moi, je suis plutôt axée sur le côté technique. Mais est-ce que vous allez tout dire, c'est-à-dire dire, ah bah tiens, on voit la mesure, le cœur, vous donnez toutes ces informations oralement? Ah oui, je le dis. Voilà, je le dis parce que sinon. C'est une obligation légale de le faire? Non. J'ai plein de confrères qui, eux, ne n'ouvrent pas la bouche pendant tout l'examen. D'accord. Ils font tout l'examen, ils disent vous me laissez travailler, je vous explique tout après. Donc vous préférez dire? Moi, je préfère dire parce que comme les patientes ont l'écran avec leur fœtus sous les yeux, je préfère leur expliquer ce que je regarde. Et leur dire, voilà, je regarde ça, c'est bien, c'est normal. Et au fur et à mesure de mon examen, ça m'aide à suivre un petit peu le fil. Et puis eux, ça leur permet justement de comprendre les images. Parce que c'est vrai qu'au deuxième trimestre, à 22 semaines, c'est des images un petit peu par morceaux. C'est un petit peu... On voit alors voilà, donc souvent les gens me disent, mais où est-ce que vous êtes? Là, vous regardez. Donc il faut bien expliquer. Il faut expliquer par souci d'information. Et justement, alors si vous décelez éventuellement des choses qui vous semblent... peut-être problématique. Qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que dans l'instant, vous allez informer les parents? Je ne dis pas tout de suite. C'est-à-dire que moi, je commence sur l'échographie donc en montrant le bébé en général, si je peux, évidemment, parce que ce n'est pas toujours facile en fonction de la présentation, de la position, des mouvements. Je regarde donc une vue générale et après, je fais organe par organe. Mais déjà, dans la vue générale, quand il y a une malformation... Déjà, je l'ai repéré. Enfin, je me dis, tiens, il y a un truc, mais je ne le dis pas tout de suite. Je commence à montrer l'enfant, j'explique les choses, et puis je reviens plusieurs fois sur cette anomalie que j'ai entreaperçue, pour moi d'abord la comprendre, m'en faire moi le diagnostic, et une fois que j'ai vu de quoi il s'agissait, je le dis aux parents. Je dis voilà. Dans ce rendez-vous-là. Hein. Dans ce rendez-vous-là, je dis voilà. Donc au niveau, par exemple, au niveau des reins, il y a une dilatation ou au niveau du cœur, il y a quelque chose. D'accord. Mais tout de suite, en général, j'essaye de positiver en disant... oui, voilà, c'est ça. Comment vous allez formuler ce genre d'informations? Alors, ça, c'est pour ça que c'est difficile. C'est vrai que ça, c'est la partie la plus dure de notre travail. Et pour laquelle il faut un peu connaître, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut, nous, avant de commencer une échographie, il faut qu'on s'astreigne à connaître un peu le couple qu'on a en face de nous. Parce que le discours ne va pas être le même en fonction des gens, en fonction du stress de la patiente, en fonction des antécédents. Donc avant de mettre la dame sur la table d'échographie, on commence déjà à faire connaissance, faire son dossier, son interrogatoire. Quels sont les éléments qui vous semblent importants à connaître? Vous parliez des antécédents médicaux, par exemple, mais il y a d'autres choses que vous allez prendre en compte? Voilà, l'âge, le désir de cette grossesse, si c'est une dame qui n'a jamais eu d'enfant, si elle a 41 ans, c'est son premier enfant, il va falloir faire très attention à la façon dont on dit les choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc on ne peut pas non plus asséner comme ça un diagnostic sans avoir fait une approche
d'abord de connaissances et puis en expliquant les choses par étapes. Mais c'est vrai que tous les mots qu'on va dire seront très importants. Et oui. Et ne seront pas compris de la même façon par une personne ou par une autre. Voilà. Donc c'est là où on a vraiment on a à faire très attention et à procéder. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être toujours positive. Alors si par exemple, si c'est une malformation qui est unique sur un seul organe, je dis mais attendez, c'est pas grave, il y a tout le reste qui va bien, il y a cette malformation qui pourra être opérée, prise en charge. On en voit beaucoup chez d'autres enfants, j'en ai vu, les enfants vont bien. Vous voyez, on essaye de dire tout ça quand c'est le cas. Quand c'est le cas. Et quand c'est des choses qui peuvent être plus graves, quand ce sont des malformations vraiment très graves, donc c'est pareil, je commence à dire, donc là il y a un problème qui est assez important. Donc voilà, alors là c'est pour les gens c'est vraiment dur quoi, parce que ça fait vraiment un coup de massue. Ouais. Et donc il faut alors ce que je fais en général, je dis écoutez, je fais toutes mes photos, je fais mon examen et on va s'installer pour discuter. Je vais vous expliquer, vous pourrez poser toutes les questions après. Ouais, parce que là, quand c'est vraiment grave et que je sais d'avance que ce bébé malheureusement va pas pouvoir survivre, je peux pas le dire comme ça en même temps que je suis en train de faire mon examen, mes photos, mon compte rendu et tout ça. Donc là, il y a un grand temps où je finis mon examen, je fais mon compte rendu, mes photos, et après, je viens m'asseoir. Et donc pendant ce temps, la maman pleure, heureusement le papa est là. S'il n'est pas là, on l'appelle, on le fait venir. Donc là, c'est vraiment des situations difficiles et c'est d'un couple à l'autre. C'est vrai que on n'a pas toujours les mêmes réactions. Bien sûr, bien sûr. Isabelle, alors vous avez 41 ans. Est-ce que votre médecin vous a encouragé à subir une amniosynthèse, par exemple, ou non? Non, pas du tout l'environnement. Vous n'avez pas eu ce discours-là? Ni l'environnement médical, je dirais peut-être l'environnement professionnel ou social a évoqué la question. Oui. Mais l'environnement médical étant rattaché à la maternité dans laquelle je suis, qui est une maternité catholique, je pense que ce sont des sujets qui sont peut-être abordés différemment dans ce cadre-là. Docteur Etienne, justement, vous partagez le point de vue de ce médecin qu'on entendait dans le reportage qui n'encourage pas systématiquement la myosynthèse à partir de 38 ans, mais ça se fasse dans des cas précis. Voilà, c'est ça. Maintenant, avec donc l'échographie de 12 semaines, le dosage des marqueurs qu'on peut faire ou ne pas faire selon le désir qu'on a d'avoir un diagnostic approché ou pas des anomalies chromosomiques, on n'est pas du tout obligé de faire une amniosynthèse quand on a 38 ans ou plus. Il y a un enjeu véritable autour de ces questions aujourd'hui? Ah bah oui, maintenant on parle beaucoup de ça. Les médecins en plus se protègent de poursuites judiciaires, donc il y a tendance à peut-être encourager dans ce sens-là. Ah oui, maintenant on est vraiment complètement axé sur ce dépistage de la trisomie 21 au premier trimestre. Maintenant, donc on est obligé d'avoir un numéro de réseau, avoir des échographies impeccables sur les coupes qu'on fait, enfin, avec des mesures de nuque au dixième de millimètre près, c'est comme ça. Nous, comment vous le vivez, vous, dans votre pratique? Pour vous en particulier. Ça, c'est ce que vous ressentez, vous? C'est une pression là-dessus? Oui, on a une pression. Oui. On a une pression, une demande de plus en plus forte pour ce fameux dépistage des anomalies chromosomiques. Est-ce que ça a changé votre pratique ou pas réellement? Notamment, je ne sais pas, la question de la myosynthèse, vous l'encouragez davantage aujourd'hui ou pas plus qu'il y a 10, 15 ans? Il y a moins d'amniosynthèse maintenant. On fait moins d'amniosynthèse maintenant, étant donné qu'on fait ces examens du premier trimestre. Donc ça diminue beaucoup la myosynthèse. Donc la myosynthèse, on la conseille pratiquement jamais. D'accord. Sauf si on a vraiment une anomalie à la nuque. À ce moment-là, on dit, moi je leur dis, votre médecin vous proposera peut-être la myosynthèse, puisque là, vous entrez dans un facteur de risque d'anomalie chromosomique. Mais c'est à vous de choisir. Mais il y a d'autres, vous évoquez le diagnostic prénatal, donc il y a d'autres formes d'examen qui sont peut-être plus encouragées aujourd'hui. Voilà, les prises de sang notamment. Qu'il y a une dizaine d'années ou plus. Donc ça, pour vous, vous avez une approche un peu différente aujourd'hui ou ça n'a pas changé votre façon de faire?
Moi, la façon de faire les échographies n'ont pas changé, Oui. puisque pour moi, l'échographie, c'est vraiment Ça reste un examen qui est fiable pour un vous? examen D'accord. qui est fiable. On arrive à très bien voir avec les nouvelles machines, les nouveaux progrès, de mieux en mieux les fœtus. Et donc, s'acharner comme ça à mesurer les nuques, ça nous augmente le temps d'examen. Oui. Mais le résultat est le même. En Voilà, fait, nous, c'est ça. on rend notre compte-rendu en disant à la patiente, votre bébé va très bien. Pour nous, il n'y a pas d'indication à faire des examens supplémentaires. D'accord. Isabelle, alors, est-ce que vous avez une petite fille qui a 20 mois, vous l'avez emmenée regarder une échographie avec vous un jour ou non? Vous avez estimé qu'elle était peut-être trop petite? Oui, j'avoue que je ne l'ai pas emmenée pour différentes raisons et je me souviens d'une conversation avec l'échographiste pour la dernière échographie donc, de cette petite fille qui m'avait dit au contraire que c'était un moment qui pouvait être un moment sérieux et grave, merveilleux certes, mais également sérieux et grave, donc, et que la présence d'une famille pour elle était malvenue. Et dans la salle d'attente dans laquelle j'étais, en train d'attendre, il y avait une famille juste avant moi avec plein d'enfants. Et on en a parlé parce que moi, j'ai discuté un petit peu avec elle comme c'était la dernière échographie et qu'elle m'avait suivie. Et je voulais la remercier. Et elle m'a dit que c'était un moment difficile parce que quand il y a des choses difficiles à dire, les enfants sont là. Peut-être que les parents ne veulent pas l'annoncer de la même façon. Et on n'est pas à la télévision, quoi. On est, c'est médical et il peut y avoir des choses difficiles à vivre. Docteur Etienne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien, on le voyait dans ce reportage, cette fratrie nombreuse, ils ont assisté à une échographie. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous encouragez les familles à venir avec leurs enfants? Non, je suis comme vous, j'encourage pas du tout. C'est peut-être pas très pratique non plus d'avoir... Non, c'est difficile de se concentrer parce que les enfants courent partout, il y en a très peu qui regardent l'écran. Et donc, c'est plutôt difficile à supporter pour travailler parce que ça nous perturbe. Mais bon, si ça fait plaisir, on accepte. Oui. En général, ce que je fais, moi, c'est que je fais d'abord l'échographie avec la patiente et son mari. Les enfants sont dans la salle d'attente. Si tout va bien, effectivement, pour leur faire plaisir, parce que ceux qui sont un petit peu plus grands, vers 7-8 ans, commencent à bien reconnaître le visage, les mains, les pieds. Donc là, pour leur montrer, je les fais venir à la fin. D'accord. Mais c'est vrai que les avoir pendant tout l'examen, c'est insupportable, parce qu'on ne peut pas travailler. Merci à toutes les deux. Jean-Louis, je me tourne vers vous. Alors, quel est votre regard sur ces questions de l'échographie émerveillement. Ouais. C'est un examen extraordinaire qui permet de voir maintenant des choses incroyables. Moi, j'en suis au profil, moi, de mes petits-enfants, plus de mes enfants, mais c'est impressionnant de précision, donc c'est un émerveillement. Le seul problème, c'est vrai, c'est que d'abord, il y a ce principe de précaution épouvantable qui fait que maintenant, j'imagine que les échographistes vivent un calvaire, parce qu'il ne faut pas passer à côté du millimètre, du machin et du truc, donc c'est quand même, ça enlève un peu quand même la poésie et la beauté de l'acte. Et puis, il y a quand même une réalité, c'est qu'on parle par exemple de la trisomie 21. Aujourd'hui, la seule possibilité qui est donnée aux parents pour lesquels on fait ce diagnostic, c'est soit garder l'enfant, soit l'IVG. Il n'y a pas de thérapeutique à la clé. Et pour beaucoup de... Après, il y a accompagnement, il y a tout ce qu'on peut rêver, mais sur le plan d'accompagnement pour garder l'enfant. D'accompagnement pour garder l'enfant. Mais sur le plan du résultat, on fait aujourd'hui des diagnostics extraordinaires qui très souvent débouchent sur une seule proposition faite par le corps médical, c'est l'interruption de grossesse ou thérapeutique de grossesse. Donc c'est vrai que là c'est plus quand même, on rentre dans le sordide, en sachant que, et vous l'avez très bien dit, quand on regarde une écho des 12 semaines où justement on voit l'ensemble du fœtus, on voit quand même une personne humaine. Encore aujourd'hui, Dieu merci, le comité d'éthique, national d'éthique, appelle l'embryon une personne humaine. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais ça nous place vraiment devant cette contradiction incroyable, de l'émerveillement devant ce futur, enfin cet homme pour nous chrétiens, mais en tout cas cette personne potentielle, dit le comité national d'éthique, personne potentielle, et le risque qu'on va peut-être faire courir en faisant des diagnostics
qui détectent des maladies qu'on ne sait pas encore traiter. Oui. Donc c'est un vrai problème, c'est un casse-tête pour les médecins. Mais en tout cas, surtout, je ne suis pas pour faire arrêter les échographies. C'est un élément diagnostique extraordinaire, mais qui ne débouche pas encore malheureusement sur des thérapeutiques. On parle beaucoup de thérapie intra-utérine, mais bon, et on en fait quelques-unes, mais on en est encore très très loin, très très loin. Donc vraiment, voilà, prudence et discernement, quoi. C'est très difficile. Merci Jean-Louis, merci à toutes les deux également d'être venues. Alors, vous pouvez retrouver sur notre site des références de livres pour poursuivre sur ce thème des échographies de grossesse. Et puis, bien sûr, notre site qui vous permettra de revoir cette émission. Très bonne semaine à tous. Au revoir.